Tämän viikon tiededokumentin aiheena on yksi kiistellyimmistä tutkimuskohteista, jota kuvitella saattaa. Löytyvätkö syyt miesten ja naisten erilaisiin asenteisiin, elämän arvoihin ja maailmankuviin biologiasta, vai onko kyse kulttuurisista stereotyypeistä? Ja millaisessa murroksessa sukupuolinen identiteetti nykyään on? Mon cerveau a-t-il un sexe? Mon cerveau a-t-il un sexe? Les hommes et les femmes ont souvent du mal à s'entendre. Les deux sexes ne semblent pas toujours voir le monde de la même manière. On a même parfois l'impression qu'ils ne vivent pas sur la même planète. Ça crée forcément des malentendus. Ou au contraire, des phénomènes d'attraction puissants, fulgurants, irrésistibles, voire incompréhensibles. Mais quelle est l'origine de ces phénomènes? Est-ce qu'il n'y aurait pas des différences fondamentales, biologiques, entre le cerveau masculin et le cerveau féminin? We're going to start discussing men's brains, women's brains, and how they're very different from each other. Now, I want to start with men's brains. All right? Now, men's brains are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We've got a box for the car. We got a box for the money. We got a box for the job. We got a box for you. We got a box for the kids. We got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. And the rule is the boxes don't touch. Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. It's like the internet superhighway, okay? And it's all driven by energy that we call emotion. It's just... It's one of the reasons why women tend to remember everything. Les spectacles, la publicité, les médias, les livres nous inondent en permanence de clichés et d'images de stéréotypes masculins et féminins. Les femmes seraient naturellement bavardes et irrationnelles, incapables de lire une carte routière. Les hommes seraient naturellement bons en maths et experts en technologie. D'où viennent tous ces clichés? Ces différences et ces inégalités seraient-elles génétiques et héréditaires, programmées dès l'origine? Mais justement, au départ, quelle est l'origine de la différenciation sexuelle? En principe, c'est simple. Nous avons deux petits chromosomes sexuels, XX pour les filles, XY pour les garçons, qui déterminent notre sexe anatomique. C'est à la 7e semaine environ que le chromosome Y va exprimer un de ses gènes, c'est le gène SRY, et de là va s'en suivre une cascade d'effets biologiques qui vont conduire à la formation de ce qui deviendra les testicules. Quand il ne se passe pas ça, il se passe qu'on devient une fille. Donc, c'est l'enclenchement de ce gène SRY et d'une cascade d'effets biologiques qui va donner un garçon, et sinon ça va donner une fille.
Et le X, c'est un grand chromosome avec à peu près 1 millier de gènes, alors que le Y est une sorte de désert génétique qui ne contient qu'une centaine de gènes. Le sexe fort n'est peut-être pas celui qu'on croit. Moi, dans chacune de mes cellules, j'ai 2 grands X bourrés de gènes. Alors que toi, tu n'en as qu'un seul et un tout petit Y. Ouais, mais oh, son rôle est capital. Avec les chromosomes, vous pouvez avoir un X, un Y ou 2 X, ça c'est les catégories homme-femme traditionnelles. Maintenant, vous pouvez avoir un homme XY, mais sur le Y duquel il va manquer un petit fragment qui va être un homme infertile, mais malgré tout, ça sera un homme. Une femme avec un X en moins, ça sera malgré tout une femme. Si on se mettait à catégoriser toutes les variations, ne serait-ce qu'au niveau des chromosomes sexuels, ça serait sans fin vu qu'il y a des milliers de possibilités de variation. Il y a beaucoup de possibilités en fait. Mais est-ce que les chromosomes sexuels vont différencier aussi nos cerveaux, nos capacités mentales, nos goûts, nos façons de penser ? Les gènes du développement cérébral se trouvent pas particulièrement, ou même plutôt pas, sur le X et le Y. Donc on pourrait se dire que ça détermine l'aspect masculin ou féminin, mais que ça va pas déterminer une pensée masculine ou féminine. Qu'en tout cas, ça n'a jamais été démontré. Finalement, le sexe génétique ne permet pas de séparer les individus et leur cerveau en 2 catégories bien distinctes. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Voilà un mythe qui s'écroule. To study gender or to be interested in gender is to be interested in stories, in narratives, and in differences, and not in stages or large aggregates of behavior. So I would say for me, gender's become increasingly complicated. In the 1960s, I thought it was very simple. There were men, there were women, they fought. And I think now, in fact, people have a much more complex view of gender. There must be some role of biology, but there's a huge role of culture and meaning. Mais qu'est-ce qui détermine réellement notre genre, c'est-à-dire les rôles masculins et féminins dans la société ? On entend souvent dire que si les femmes et les hommes sont si différents, c'est à cause des hormones qui influencent nos comportements et nos humeurs. Pour les hommes, c'est l'hormone mâle, la testostérone, et pour les femmes, l'hormone femelle, l'œstrogène. On entend dire aussi par certains scientifiques que notre cerveau serait peut-être même masculinisé ou féminisé avant même la naissance, grâce à la circulation de ces hormones chez l'embryon. C'est exactement là-dessus que travaille le chercheur Jacques Balthazar à Liège, et il s'intéresse tout particulièrement au comportement sexuel des cailles. Le cerveau des cailles a-t-il un sexe ? Et si c'est le cas, à quel stade de son développement ce cerveau se masculinise ou se féminise ? Dans ce laboratoire, on cherche à repérer les aires cérébrales sensibles aux hormones sexuelles. Puis les chercheurs vont suivre le développement du cerveau jusqu'à l'âge adulte en découpant à chaque étape le cerveau en tranches très fines. On a en fait une machine qui ressemble à une machine à trancher le jambon de boucher, mais qui a des lames beaucoup plus acérées, beaucoup plus fines, et qui travaille aussi sur du matériel qui est gelé, de façon à ce qu'on puisse faire des coupes très minces. Donc dans ce cas-ci, on coupe à 30 microns d'épaisseur, donc 0,03 mm. Il est en train de remettre les différentes coupes dans l'ordre.
avant de les monter sur une lamelle microscopique qui permettra alors d'aller les observer au microscope. Ici, Jacques Balthazar procède à une expérience in vivo. Voilà une caille mâle castrée très tôt avec sa partenaire. Le courant ne passe pas vraiment entre eux, c'est clair. Mais il suffit de réinjecter de la testostérone dans le cerveau du mâle, dans une certaine zone très sensible, pour que sa libido se réveille instantanément. Ah là, oui, ça marche beaucoup mieux. Donc le cerveau des cailles a un sexe. Oui, grâce à leurs hormones. Et le cerveau humain? Ça, j'aimerais bien le savoir. En tout cas, ces travaux ont permis à Jacques Balthazar de faire une découverte étonnante. Dans le cerveau, ce n'est pas la testostérone, mais l'hormone dite femelle, l'ostradiol, dérivé de l'ostrogène, qui est responsable du comportement sexuel, des mâles comme des femelles, chez les mammifères comme chez les cailles. Alors, on a pensé pendant longtemps que les mâles réalisaient des comportements sexuels de type mâle parce qu'ils avaient de la testostérone et que les femelles réalisaient des comportements de type femelle parce qu'elles avaient de l'ostradiol. La réalité est malheureusement plus compliquée que ça, parce que si on regarde en détail chez la caille et chez le rat, on se rend compte que la testostérone dans le cerveau peut se transformer en oestradiol chez le mâle comme chez la femelle. En plus, on sait aujourd'hui que les femelles et les mâles, les femmes et les hommes, ont tous deux dans leur corps des oestrogènes et de la testostérone. Donc, finalement, les hormones sexuelles ont des propriétés beaucoup plus variées et beaucoup moins typées mâle-femelle qu'on ne le croyait jusqu'à présent. Encore un mythe qui s'écroule. Mais alors, d'où viennent nos différences ? Bon, il me semble qu'on demande aux scientifiques de nous débarrasser de la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour nous être un homme ou être une femme, comme s'il y avait quelque part une réponse déjà donnée à cette question. Elle était là, quelque part dans mes cellules, et ce n'est pas un problème pour moi, je vais trouver la vérité du sexe. Mais supposons que j'apprenne que être masculin implique un certain type d'organisation cellulaire. En quoi cela va-t-il m'éclairer sur l'obscur sentiment que j'ai d'être masculin ou féminin ? Selon certains scientifiques, il y aurait un cerveau féminin câblé pour l'empathie, l'émotion et le sens de l'autre. Et un cerveau masculin câblé pour la compréhension des systèmes mécaniques, la géométrie et la résolution de problèmes. De plus, les deux sexes n'auraient pas, ça se vérifie tous les jours, la même perception de l'espace, ni la même façon de s'orienter dans cet espace. Des milliers d'études scientifiques sont parues sur ce sujet, en Europe et dans les pays anglo-saxons. Donc voilà un environnement virtuel qui nous sert à étudier les stratégies cognitives qui sont employées par les sujets, garçons ou filles, hommes ou femmes, pour se rappeler le trajet dans une ville. Si vous voulez vous rappeler le trajet que vous avez fait depuis votre maison jusqu'à votre bureau, eh bien, les femmes auront tendance plutôt à se rappeler la séquence des événements. C'est ce que nous appelons une stratégie égocentrée, centrée sur soi-même. Je suis allé jusqu'à la pâtisserie, tu tournes à droite à la station essence, etc. La séquence des événements. Les hommes, eux, le font aussi, mais ils préfèrent faire des cartes. Et ils peuvent plus facilement, souvent, travailler à partir d'une description cartographique. Ah, ça, on ne fonctionne pas pareil, c'est sûr. C'est parce qu'on n'utilise pas les mêmes parties de notre cerveau, c'est tout.
lorsque nous nous rappelons ou lorsque nous nous imaginons la route, on active plus particulièrement un réseau d'air pariéto-frontal qui en même temps est un réseau très important justement dans la perspective et la perception que j'ai de mon corps par rapport au monde. C'est pour ça qu'on emploie le mot égocentré. Et au contraire, lorsque on active dans son cerveau une carte, lorsqu'on regarde un GPS par exemple ou une carte, eh bien on active une autre structure qui s'appelle l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une structure très importante du cerveau. C'est pas un petit animal marin, c'est une structure au fond de notre cerveau dans laquelle on trouve des neurones qui ont une propriété particulière. Ils s'activent chaque fois que nous sommes dans un endroit particulier de l'espace. On les appelle les neurones de place. Pour Véronique Bobo, spécialiste à Montréal des stratégies de navigation dans l'espace, les expériences prouvent au contraire que les femmes utilisent énormément la stratégie dite spatiale pour s'orienter. Alors ce qu'on a trouvé, c'est que les femmes justement utilisaient beaucoup la stratégie spatiale qui dépend de l'hippocampe, qui implique justement la connaissance entre les relations, entre les points de repère dans l'environnement. Et ce n'est peut-être pas un hasard que les femmes ont justement un hippocampe, ils ont un volume d'hippocampe plus élevé que l'homme. Et ça a été répliqué dans plusieurs études. Conclusion, les stratégies spatiales des hommes et des femmes sont bien différentes, mais on ne sait pas très bien dans quel sens. Les nombreuses études scientifiques parues sur ce thème sont assez contradictoires. Par contre, de nouvelles pistes de recherche se dessinent. Toujours dans le même laboratoire à Montréal, Nicolas, 8 ans, explore virtuellement sous IRM un labyrinthe en étoiles à la recherche d'objets cachés. Ses performances s'améliorent clairement avec la pratique et l'apprentissage. Et, surprise, certaines régions de son cerveau deviennent de ce fait plus denses. De nouvelles connexions se sont formées. Il y a une corrélation en fait entre la matière grise et l'utilisation de cette navigation spatiale. Donc vous voyez ici, ça c'est l'hippocampe qui montre cette augmentation de matière grise. Donc le cerveau se muscle. La fonction crée l'organe, c'est bien connu. Une très jolie expérience faite en imagerie cérébrale à Londres sur les chauffeurs de taxi a montré que les chauffeurs de taxi londoniens ont un hippocampe plus gros que chacun d'entre nous. Parce que, évidemment, ces chauffeurs de taxi doivent à tout moment avoir à la fois une carte de Londres, se rappeler leur chemin et manipuler en quelque sorte mentalement ces cartes. Donc, c'est l'ensemble de ces facteurs génétiques, épigénétiques, du développement et même du métier qui peuvent moduler et influencer les différences entre garçons et filles, entre hommes et femmes, dans toutes ces fonctions qui nous relient avec le monde, en quelque sorte. Difficile de le nier, le cerveau des hommes et des femmes se muscle différemment. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes comportements. Explication ? C'est tout simple. Nous avons hérité tout cela de nos ancêtres. Pendant que Madame de Cro-Magnon restait dans sa grotte pour balayer le sol et raccommoder les chaussettes en peau de bête, Monsieur partait chasser sur de nouveaux territoires, armé jusqu'aux dents. Ce schéma préhistorique de répartition des rôles reste une référence aujourd'hui pour expliquer nos différences. Mais qu'est-ce que l'on sait vraiment de la division des rôles à la préhistoire ? On peut identifier des spécialisations de tâches. Certaines personnes faisaient des tâches particulières et d'autres tâches, mais on ne peut pas savoir qui faisait quoi. Est-ce que c'était les hommes? Est-ce que c'était les femmes? Est-ce que c'était les enfants? Est-ce que c'était les vieillards? Là, toutes nos données nous indiquent bien que tout le monde ne savait pas tout faire. Mais on ne peut pas dire qui faisait quoi. L'homme de Néandertal avait une très mauvaise image avant.
On le considérait comme une brute épaisse, hirsute, un peu voûtée. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu qu'en fait, il avait pas mal de capacités techniques, qu'il avait probablement une société déjà assez évoluée. Tout à fait à la fin, avant leur disparition, puisque vous savez que les Néandertals n'existent plus, eh bien, on a retrouvé de la parure qui les accompagnait, etc. Donc, ce n'est plus la brute épaisse qu'on imaginait il y a un siècle. Ça veut dire que nos interprétations évoluent aussi en fonction du contexte historique, en fonction de notre présent. Notre présent façonne la façon dont on voit notre passé, si vous voulez. Moi, Tarzan. Moi, c'est Jane. Enchantée. Hop. Est-ce que vous savez quel métier vous voulez faire plus tard? Oui. Antoine. Genre de tennis et kiné. D'accord. Dana? Maîtresse d'école. Maîtresse d'école. Nino? Cuisinier, tennisman, rugbyman. Pilote d'avion et policier. Pompier. Pompier. Diane? Maîtresse d'école et vétérinaire. Les stéréotypes sont déjà bien ancrés dans nos petites cervelles brunes et blondes. Mais que deviennent ces fameuses différences cérébrales? Quelques années plus tard, au lycée, on dit que les garçons seraient plus forts en maths et les filles meilleures en français. Tout le monde le dit, que les filles sont plus fortes en langue et moins fortes en maths, et le garçon au contraire. J'ai vu qu'il y avait des expériences qui disaient que les hommes étaient plus forts en maths et les femmes en français. On va dire que dans la mentalité des gens, c'est plus normal qu'un garçon aille en S qu'une fille, alors que les filles, elles doivent plus, pour les gens, se cantonner dans l'histoire ou dans le français. Parce que pour les gens, c'est là qu'il leur plaît généralement. Et ce genre de stéréotype, il reste très longtemps dans les têtes des gens. C'est pour ça qu'on est en retard par rapport aux autres garçons. On pourrait se dire que les stéréotypes, c'est pas très grave, qu'on met les garçons dans des cases, les filles dans des cases. Comme ça, tout le monde se repère mieux, c'est plus facile. Le codage est connu par tout le monde et on s'y reconnaît beaucoup plus facilement. Mais en fait, le problème des stéréotypes, c'est qu'ils induisent des choix d'orientation différents, différenciés chez les filles et chez les garçons. S'occuper des gens, c'est très bien pour les filles. Donc que ce soit en tant qu'assistante sociale, en tant qu'infirmière ou en tant que médecin. Mais faire des sciences dures, être ingénieur, être chercheuse en mathématiques ou en physique théorique, là tout d'un coup on va se dire « Oh, c'est pas bien gérable avec la vie familiale, avec la vie privée ». Alors, si vous voulez l'interpréter comme f de x moins f de a sur x moins a, effectivement, en bas, ça allait pas. Il y avait 6x moins pi. Les filles, elles osent moins prendre la parole, elles pensent qu'elles sont peut-être moins légitimes. Personne leur dit « t'es une fille, donc tu n'es pas bonne en maths ». Personne ose dire une chose pareille. Mais les messages qu'elles entendent, que ce soit les journaux, la presse pour les jeunes, par exemple, les filles, elles font des maths si on les tient par la main. Et les garçons, eux, ils ont des éclairs de génie. Alors, quand on entend ça et qu'on est une jeune fille qui va passer un contrôle de mathématiques, je pense que l'effet ne doit pas être négligeable. En réalité, selon les toutes dernières statistiques, les filles sont meilleures en maths que les garçons, jusqu'en terminale. Et ensuite, il y a de plus en plus de filles dans les filières mathématiques et scientifiques. Encore un mythe qui s'écroule. Apparemment, la différenciation sexuelle des cerveaux commence très tôt dans la vie. À 2 ans déjà, les jouets qu'on offre aux enfants semblent dessiner une voie toute tracée pour chacun des deux sexes. Qu'est-ce que t'as eu pour Noël? Encore une Kalachnikov. Et toi? Bon, une table à repasser. Abel et Margot, à peine 2 ans, adorent laver des baigneurs pendant des heures ou faire des puzzles.
Un peu plus tard, Abel jouera à des jeux de garçons, jeux de construction, camions, épées, pistolets, et Margot jouera plutôt à des jeux de filles. Mais d'où viennent ces différences ? Pourquoi garçons et filles se mettent-ils vers 2 ans à jouer à des jeux différenciés ? Est-ce que par hasard, il y aurait des messages biologiques inconscients, d'origine génétique, qui leur indiqueraient leur futur rôle de papa ou de maman et leur dicteraient le choix des jouets ? Pour répondre à cette question vitale, des chercheurs en neurosciences américains ont distribué des jouets pour garçons et filles à de jeunes singes rhésus, et puis ils les ont filmés. We let the monkeys have a choice between a toy with wheels or a plush toy. The plush toys consisted of different kinds of animals, teddy bear, armadillo, we even had a stuffed turtle. And what we found was that the males preferred the wheeled toy, and they very strongly preferred the wheeled toy. Females showed a preference for the plush toys, but they actually were very interested in the wheeled toys also. I think that the preference of the females for the plush toys fits with their preference for infants as they're growing up. The preference of the males for the wheeled toy is harder to explain, but I think it actually may be related to a strong sex difference that we also see in rhesus monkeys, which is that males engage in very active wrestling play. This wrestling play is really a sort of three-dimensional play, and you could even think of it as manipulating your partner, like you throw them on the ground, you roll around with them on the ground. And that's essentially what they do with the wheeled toys. They manipulate the wheeled toys. So I think it's possible that this preference, it's not a preference for a toy itself, it's a preference for the activity that the toy facilitates. So the model that we've been working with is one where relatively small differences, relatively small biological differences, then get amplified through experience, and you end up with this divergence between males and females, even though the initial difference may be quite small. In fact, I think these sex differences are a biological bias that the individual has that then gets shaped by the environment. And I think that's exactly the same in humans. The difference in humans is that we can have very directed shaping of that. So we can say, boys don't cry, or boys don't wear dresses. Cette expérience montrerait donc que les jeunes singes dépendent plus de leurs hormones, leurs gènes et leurs instincts naturels que les enfants, qui, eux, sont plus directement conditionnés par l'environnement et l'éducation. Alors, d'après vous, quand on regarde un cerveau, est-ce que vous pensez que le cerveau des hommes et le cerveau des femmes, ou des petites filles ou des petits garçons, sont les mêmes? Parfois. Non. Pourquoi? Moi, je préfère le jaune que le rose. Et la fille, elle pense que le jaune et que le rose, c'est plus beau que le jaune. Donc, on n'a pas les mêmes idées. Donc, ce n'est pas pareil. Tu veux bien nous dessiner le cerveau au tableau? Pas obligé de tout dessiner, Théo. Donc ça, c'est un cerveau de garçon. Tu peux mettre un G pour garçon. Voilà. Alors, tu nous expliques ton dessin? C'est que les cellules du cerveau de garçon, ils sont pas de la même forme. Et les cellules du cerveau de fille ne sont pas de la même forme aussi.
Pour moi, quand je regarde un cerveau, je peux absolument pas dire si c'est le cerveau d'un homme ou d'une femme. Ici, je crois que c'est un homme de 20 ans qui ne souffrait d'aucune maladie. Normal, oui. 20 ans. On sait très bien qu'on perd des cellules en vieillissant. Chaque cerveau est plus ou moins pareil, mais quand on les regarde de près, chacun d'entre eux est unique. C'est un peu comme quand on regarde le visage d'une personne. Donc, les yeux, un nez, une bouche, tout le monde a ça. Par contre, chaque visage est totalement unique. Donc, c'est un peu pareil comme quand je regarde un cerveau, c'est la même chose. Sur les 4 cerveaux de femmes qu'on voit en haut, il n'y en a pas un seul qui ressemble à l'autre. Et de la même façon, sur les 4 cerveaux d'hommes, il y a aussi des grandes variations dans la forme des cerveaux, des variations dans le chemin des circonvolutions. Et vraiment, ces images montrent à quel point nous avons tous des cerveaux différents. Aucun cerveau ne ressemble à l'autre. Le processus de l'évolution a doté l'être humain d'un cerveau unique en son genre. Unique en son genre parce que le cortex cérébral s'est tellement développé qu'il a dû se plisser pour arriver à tenir dans la boîte crânienne. Or, à l'heure actuelle, avec des méthodes informatiques, on est capable de modéliser un cortex cérébral et donc on va pouvoir le déplier virtuellement. Et on s'aperçoit que la surface du cortex est de 2 mètres carrés pour 3 mm d'épaisseur. Or, cette surface du cortex cérébral est 10 fois plus étendue que celle qu'on peut trouver chez le sage. Et c'est ce qui fait dire aux spécialistes de l'évolution que c'est l'extension du cortex cérébral qui a permis à l'être humain d'échapper au déterminisme strict des hormones et des gènes dans le processus d'évolution. Si je comprends bien, ce formidable développement du cerveau et de la pensée a permis aux hommes et aux femmes de se libérer en partie de leurs instincts primitifs. Mais comment cela s'est-il produit ? Dans l'évolution, oui, on observe un accroissement de l'encéphale, du cerveau, au fur et à mesure de l'hominisation et de l'évolution. Et vient un moment où les hommes marchant en position debout, comme vous le savez, étant bipèdes, eh bien, il y a une sorte d'incompatibilité, si vous voulez, entre la largeur du bassin de la femme et la taille du crâne du bébé. C'est-à-dire que si le bébé naissait parfaitement terminé, achevé, il aurait un crâne beaucoup plus volumineux et donc les femmes seraient en incapacité de pouvoir marcher. Elles auraient un bassin beaucoup trop large. Il faut pouvoir avoir un bassin assez fin pour pouvoir marcher et courir. Résultat, la nature fait bien les choses. Les bébés humains naissent finalement avec un stade d'inachèvement, si vous voulez. L'encéphale de l'enfant n'est pas du tout achevé. La taille du bébé, du cerveau du bébé, est beaucoup plus petite que celle des autres animaux. Pour vous donner un ordre d'idée, chez la plupart des mammifères, lorsque le petit naît, la taille de son cerveau fait à peu près 75% de la taille du cerveau d'un adulte. Alors que chez le bébé humain, c'est 25%. Et le cerveau continue à grandir, à se développer pendant les premières années de la vie. En particulier, pendant les 2 premières années de la vie, il grossit de 50%. Et puis ensuite, il continue à grandir encore. Il doit atteindre quelque chose comme 85% à 4 ans. Mais il continue à grandir jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc vous voyez qu'il faut vraiment des années pour que le cerveau atteigne sa taille adulte. Résultat, lorsqu'on dit il y a l'inné, il y a l'acquis, tout ce débat est un faux problème en fait, puisque la plupart des gens sont façonnés, bien sûr, d'une part par tout ce qui est acquis par l'hérédité, mais également par tout l'environnement. Et c'est pas forcément un environnement uniquement naturel, tout l'environnement social, l'environnement familial, tout ça participe au développement de l'enfant dans les premières années de la vie.
Tout ce qu'on croit comme inscrit dès le départ, de par la construction biologique, est en fait modulé et ouvert. Lorsqu'on arrive à des temps où le développement du petit enfant fait que, comme ce développement est assez lent, il est extraordinairement vulnérable. Et que donc il faut la présence permanente d'adultes pour lui permettre de survivre. Donc cet état de dépendance ouvre un espace d'apprentissage, de jeu, où au fond la rencontre avec la vie, c'est une espèce d'espace de simulation où d'autres s'occupent de nous. Donc cet état de dépendance est paradoxalement le creuset de ce que nous appelons notre liberté, c'est-à-dire de notre capacité à nous construire de la manière la plus riche. Et l'être humain est celui dont cet état de dépendance dans la petite enfance est le plus prolongé. Donc finalement, devenir un garçon ou une fille, c'est une sorte d'apprentissage. En fait, de la naissance à l'âge adulte, la société nous façonne. Et notre cerveau, grâce à sa plasticité, devient masculin ou féminin. Il évolue au fil du temps. Le système nerveux, le cerveau, est marqué par l'expérience. Notre cerveau contient à peu près 100 milliards de neurones. Chacun est connecté à 10 000 autres neurones. Et ces connexions s'appellent les synapses. C'est là que l'information passe d'un neurone à l'autre. Le point fondamental dans la notion de plasticité, c'est que le transfert d'informations entre les neurones n'est pas fixe, figé une fois pour toutes, mais qu'en fait il est modulé au cours du temps, et qu'un élément fondamental qui module ce transfert d'informations, c'est l'expérience qui laisse des traces. Imaginez un gratte-ciel la nuit où on allumerait des fenêtres selon un certain patron, de manière par exemple à représenter un arbre de Noël. Donc c'est un certain patron de lumière allumée. Eh bien, on peut s'imaginer que dans le cerveau, c'est un peu la même chose. Un certain patron de synapses facilité, ce serait comme les fenêtres allumées, code pour une expérience, une image. Donc le message important, c'est de se dire que l'expérience laisse une trace dans le cerveau, que les réseaux neuronaux sont en permanence modulés par l'expérience, et que en fait, ces modifications au niveau synaptique sont à la base même de la mémoire et des processus d'apprentissage. Donc, notre cerveau se structure et se transforme sans arrêt au fur et à mesure des expériences que l'on traverse. Le cerveau est un organe embryonnaire, c'est-à-dire que le type de tissus qui constituent le cerveau sont les mêmes que ceux des embryons. C'est la partie embryonnaire de l'être humain. Ça, la partie embryonnaire de l'être humain, ça veut dire justement que c'est cette partie en fait qui est complètement ouverte à l'avenir. C'est-à-dire qu'elle est là pour capturer des événements et reconstruire ce que nous sommes à partir de ce que nous vivons, et nous permettre de nous inventer en fait. Et si on parlait de sexe maintenant? Mais avec plaisir. Il y a très longtemps, masculin et féminin ne formaient qu'un seul être. Le fameux mythe d'Aristophane dans le banquet de Platon raconte le moment de l'apparition du sexe. Le mot sexe vient de section, de coupure. Au temps jadis, notre nature n'était pas la même qu'aujourd'hui. Elle était d'un genre différent. Oui, et premièrement, la forme de chaque être humain était celle d'une boule, avec un dos et des flancs arrondis. Chacun avait 4 mains, un nombre de jambes égal à celui des mains, 2 visages sur un cou rond avec, au-dessus de ces 2 visages, en tout point pareil et situés à l'opposé l'un de l'autre, une tête unique pourvue de 4 oreilles. En outre, chacun avait 2 sexes et tout le reste à l'avenant. L'idée du mythe d'Aristophane, c'est que des êtres
ont été très arrogants par rapport aux dieux et qu'ils ont décidé de les sectionner en deux pour, au fond, les séparer d'eux-mêmes dans une certaine mesure. Et qu'à ce moment-là, les humains se sont perdus dans le fait de contempler la section, la coupure. On peut dire que la différence des sexes, la section, elle est nette, mais que chacun se constitue comme un mixte par rapport à cette section. C'est-à-dire chacun va être composé de façon complexe à partir du masculin et du féminin. Il n'y a pas d'être totalement masculin ou totalement féminin. Par le fait de la section, quelque chose est perdu. Et tout humain passe sa vie à courir après ce qui est perdu, qu'il va chercher en dehors de lui. C'est ça d'ailleurs l'idée de la libido, c'est-à-dire d'aller chercher quelque chose qui a été soustrait, on va le chercher à l'extérieur. On n'est pas dans l'instinct comme les animaux, on a perdu le mode d'emploi. Si vous voyez deux faisans et une poule faisane sur une route toscane, ils se confrontent dans une parade, une mascarade, un jeu sexuel où tout est extrêmement déterminé, programmé par l'instinct. Deux humains, je ne vais pas décrire, mais c'est beaucoup plus compliqué. On n'est pas dans l'instinct, on est dans la pulsion. Et la pulsion signifie aussi qu'on n'a pas le mode d'emploi. Les enfants sauvages avaient grandi loin de la société des hommes et c'est des enfants qu'on retrouvait entre 10 et 15 ans et qu'on essayait de ramener à la civilisation. Victor de l'Aveyron, par exemple, un enfant sauvage découvert à 11 ans à la fin du XVIIIe siècle, avait été recueilli par le docteur Itard qui avait observé une chose étonnante. Vers 16-17 ans, Victor avait une sorte d'agitation qu'il qualifiait de pubertaire. Donc il a essayé de le mettre en présence d'une assemblée de femmes complaisantes. C'est l'expression qu'il emploie, ça veut dire de prostituées, bien entendu. Et Victor se montre tout à fait incapable de donner forme à cet énervement qu'il a. Et c'est un exemple très connu qui montre bien que alors que la sexualité animale n'a pas besoin d'être apprise, l'homme a perdu la pratique instinctive de la sexualité. Il a donc tout à apprendre de ce qu'il doit faire sexuellement. On a besoin de sens d'abord pour des choses extrêmement simples comme reconnaître et donner un nom aux états corporels qui sont en nous. Par exemple, sentir une tension quelque part dans son corps, ça peut n'avoir aucun sens et n'avoir aucune interprétation sexuelle. Ça peut être un énervement, ça peut être une émotion. Mais se mettre à appeler ça un désir, par exemple, ou une érection, ou autre chose, c'est déjà une représentation. On peut être touché par des histoires, par des récits culturels qui ont cours dans notre société. Et ces histoires culturelles elles-mêmes donnent lieu à des fantasmes, à des scripts qu'on se raconte et qui produisent cette excitation. En tout cas, ces scénarios, soit on s'en imprègne, soit on fait en sorte de vous les apprendre.
Mais quelle place prend le sexe dans notre cerveau ? Les scientifiques se sont beaucoup intéressés aux zones cérébrales activées lors de l'excitation sexuelle. Hommes et femmes semblent réagir différemment. Effectivement, avant de participer, je ne savais pas exactement ce que c'était. Je savais qu'il étudiait la différence au niveau du cerveau de la perception de la sexualité entre les hommes et les femmes. Et que j'allais être soumis à un examen de résonance magnétique. Et que j'allais visionner des films. On a voulu comparer les hommes et les femmes parce que souvent il a été rapporté dans la littérature que les hommes étaient plus facilement excités par les films érotiques que les femmes. D'ailleurs, c'est un marché d'hommes beaucoup plus qu'un marché de femmes. Ce qui est important à noter, c'est que les hommes et les femmes montraient des zones d'activation dans le cerveau très similaires. La seule différence manifeste était au niveau d'une structure qu'on appelle l'hypothalamus. Et c'est une structure importante parce que l'hypothalamus est une région qui a été montrée un nombre de fois chez les rats, chez les singes, chez les reptiles, les oiseaux, finalement à travers toute la phylogénie, comme étant une structure essentielle à la sexualité. De plus, c'est une structure qui est différente entre les hommes et les femmes. Il y a des sous-noyaux de l'hypothalamus, comme un noyau qu'on appelle le noyau préoptique médian, qui est 2 fois plus gros à peu près chez l'homme que chez la femme. 2 fois plus gros ? Non. Le sexe prendrait 2 fois plus de place dans le cerveau des hommes que dans le cerveau des femmes ? Mais d'où ça vient, ça ? La pratique peut avoir un impact sur les structures cérébrales. Donc, la culture, l'environnement peuvent théoriquement avoir un impact sur les structures cérébrales. Malgré une norme d'égalité qui a envahi toute la société, qui est même inscrite dans la Constitution, eh bien on s'aperçoit que les pratiques réelles restent extrêmement inégalitaires. Eh bien on peut penser que la sexualité et les inégalités de fait dans les représentations de la sexualité, c'est une manière d'exprimer, de traduire cette inégalité, cette construction dans le domaine de l'intime. C'est-à-dire que ces choses passent dans votre corps, dans vos émotions. Et en existant, en pénétrant dans les corps et dans les émotions, ils acquièrent une très grande force et une véritable force idéologique. C'est-à-dire qu'on peut arriver à penser cette opposition entre le besoin irrépressible, le désir, le pouvoir chez les hommes et l'affectivité, la disponibilité, l'amour des femmes comme une opposition qui, au fond, permet d'expliquer toutes les inégalités dans tout le monde social. Je pense qu'il y a une offensive androcentriste forte dans toutes ces recherches sur le cerveau et sur qu'est-ce que doit être un homme ou qu'est-ce que doit être une femme. C'est un recul énorme et c'est une offensive anti-féminisme avant tout. C'est une offensive politique. Et mélanger ce côté scientiste avec cette injonction morale sous la présentation que parce que c'est scientifique c'est neutre alors que ça ne l'est absolument pas, c'est très dangereux pour tout le monde. La génétique est utilisée comme outil de catégorisation, mais qu'en fin de compte, la société souhaite avoir cet outil. Et si c'est pas celui-là, ça sera un autre. Je n'existe pas, puisque je suis physiologiquement ni masculin ni féminin, ou à la fois masculin et féminin, puisque je suis né sans gonade, donc c'est-à-dire sans ovaires et sans testicules.
et que mon corps était un joli mélange de caractère féminin et masculin. Et que bien qu'on m'ait assigné dès la naissance comme garçon et que le process médical juridique ait fait de moi officiellement un homme, je me suis jamais retrouvé ni dans l'homme ni dans la femme, ou à la fois dans l'homme et la femme. Il n'y a pas de mots pour dire ça. Je ne peux pas me nommer. Mon cerveau a-t-il un sexe? Je sais pas, moi ça m'effare ce genre de questions. Qu'est-ce qu'un sexe? Est-ce que c'est juste des organes génitaux extérieurs? Est-ce que c'est des organes génitaux extérieurs et intérieurs? Est-ce que c'est le sexe génétique? Est-ce que c'est le sexe hormonal? Enfin, on est en train de superposer tout un tas de sexes différents. C'est hypersexué, c'est une hypersexualisation qui veut rien dire. Peut-être que c'est ça que les transgenres nous montrent. Et peut-être que c'est ça notre avenir. Plutôt une multiplication des sexes qu'une abolition de la différence des sexes, ou au contraire une explication de cette différence qui de toute manière est obscure. Est-ce que c'est clair ça? La machine à fabriquer du masculin et du féminin marche à fond aujourd'hui. La science semble chercher tous azimuts les preuves et les fondements biologiques de cette binarité. Mais il y a sans doute un malentendu. On ne devrait pas penser la différence entre les sexes comme une opposition binaire. Ou tout l'un ou tout l'autre. Le masculin ou le féminin. Le creux ou le plein. Le jour ou la nuit. Nous avons tous des cerveaux différents, donc nous avons tous des sexes différents, c'est-à-dire une façon particulière et multiple d'être sexué. Chacun pourrait enfin choisir sa propre façon d'être sexué et sexy, en toute liberté.